plus 300 de Frank Miller et Lynn Varley. Faut qu'on en parle. L'armée avance. Un conteur nous raconte que la marche est dure et que même tressaillir dans cette avancée est impardonnable. Ainsi, un jeune homme tombant se fait rosser par son capitaine. Léonidas prononce un simple « assez », mais le capitaine continue. Le roi de Sparte ne se répète pas et assomme son subalterne. Il ordonne ensuite au jeune homme précédemment tombé de porter son capitaine. Chapitre 1. Le contexte culturel spartiate. En quelques instants, Miller nous plonge dans cet univers spartiate très dur, où les soldats, abusivement exigeants avec l'ordre hiérarchique, obéissent au doigt et à l'œil à Léonidas. Faute de quoi, la punition tombe immédiatement. Si cette réalité spartiate est bien avérée, l'auteur la pousse à son paroxysme. Dans le même chapitre, les hommes chantent l'exploit premier de leur roi, qui durant l'Agogée affronta un loup en combat singulier, et par là devint roi de Sparte. Il y a ici une exagération, encore une fois. Cette Agogée commence pour le jeune homme bien trop jeune. Et bien que tous les historiens soient d'accord pour dire que cette formation exceptionnelle était extrêmement dure, le fait d'en sortir en ayant affronté un loup par un temps digne d'une tempête alpine, en plein Péloponnèse quand même, ne faisait pas de vous un roi. En effet, à Sparte, il y avait des dynasties royales, il y en avait même deux, c'était une diarchie, et Léonidas faisait partie de cette monarchie. Il est un héritier légitime, et en aucun cas, c'est par la méritocratie, par ses exploits qu'il aurait pu accéder à son titre de roi. Non, la préséance voulait que les fils aînés accèdent au trône, et en aucun cas ceux qui se sont le mieux illustrés. Par contre, il est intéressant de voir que l'auteur introduit assez habilement dans le récit cette éducation spartiate extrêmement dure et réputée déjà à l'époque antique. En parlant d'éducation, dans le chapitre 3, on nous montre un personnage déformé, affreux, avec l'équipement spartiate. Ici, ce personnage semble être un rescapé de la légendaire, mais non avérée, sélection des nouveau-nés de la cité. Selon ce personnage, les faibles et déformés sont jetés, et l'entraînement est dur dans l'enfance, car jamais un Spartiate ne cesse ou ne renonce à cet entraînement. Même la veille des combats, les Spartiates nous sont montrés en train de subir une sorte d'entraînement à la douleur. Donc justement, ici, on nous rappelle cette légende rapportée uniquement par Plutarque, en aucun cas ni par Xénophon, ni par Thucydide, et encore moins par Hérodote, et bien de cette sélection des nouveau-nés où on aurait jeté des enfants dans un précipice s'ils étaient nés mal formés. C'est une légende, évidemment, mais qui a couru à partir de l'époque romaine et qui a continué jusqu'à nos jours, que l'auteur nous met au sein de l'ouvrage. Miller nous parle aussi de l'éphora. Les éphores étaient des magistrats spartiates destinés à contrôler les rois. Et il nous introduit ces personnages justement dans le chapitre 2. Le narrateur fait intervenir ces personnages mystifiés qui seraient au-dessus du roi et qui, avides d'or, ont accepté les pots de vin des Perses et une promesse de salut pour refuser, sous prétexte religieux, le plan de Léonidas visant à bloquer les Thermopyles. Dans l'histoire, en effet, la chute des Thermopyles est en partie due aux cérémonies religieuses des Jeux Olympiques et aux dissensions des cités grecques n'arrivant pas à s'entendre pour une stratégie commune. Mais en aucun cas, des efforts, loin d'être supérieurs au roi de Sparte à cette époque, auraient accepté des pots de vin des Perses. En réalité, les efforts sont sélectionnés parmi la population spartiate pour exercer l'éphora pendant 1 an. Si ces derniers ont une mission de contrôle des institutions, ils sont beaucoup plus faibles à l'époque archaïque et classique qu'ils ne le seront plus tard à l'époque hellénistique, chose qui est d'ailleurs source de critique chez Aristote et chez d'autres auteurs anciens. À l'époque, les efforts sont des citoyens comme les autres, qui ont certes une magistrature importante, mais ne sont en aucun cas au-dessus des rois et en aucun cas n'auraient accepté de s'allier avec des ennemis de la cité. À la suite de ce refus dans le comics, le roi décide de ne prendre que sa garde personnelle pour partir en guerre. À cette occasion, sa femme lui dit la célèbre maxime spartiate suivante « Reviens avec ton bouclier ou sur lui ». Alors, si cette phrase n'est pas attachée au récit de Hérodote, on la retrouve dans certains laconismes fameux de la cité de Sparte. Les laconismes, ce sont des maximes, des sortes de phrases très courtes destinées à marquer l'auditoire et qui, à l'époque antique, faisaient grand bruit. Ce sont
somme toute, les punchlines du monde grec. Et Miller nous les place très souvent dans le récit de manière très habile. Car ce n'est pas la seule réplique historique mentionnée dans le corps du texte. Au chapitre 3, à l'ambassadeur perse venu prévenir les Spartiates qu'ils allaient mourir car les flèches de 100 nations s'abattront sur eux à en couvrir le soleil, un Spartiate lui répond « Alors, nous combattrons à l'ombre ». C'est pour le coup une réelle réplique du Spartiate Diénékès, qui nous est rapportée par Hérodote, et bien que l'événement ait lieu plus loin dans son récit, il est heureux que l'auteur le mentionne, car cette phrase est devenue l'une des plus mémorables de ces événements qui soient parvenus à la postérité. Enfin, pour souligner la spécificité de Sparte vis-à-vis des autres cités, l'auteur place une rencontre hypothétique entre Léonidas et un groupe d'Arcadiens venus pour se battre aux Thermopyles. À la suite de cette rencontre, s'ensuit un échange où l'Arcadien s'étonne du faible nombre de Spartiates venus. Léonidas questionne alors chacun des hommes face à lui sur leur métier, avant de rétorquer que lui n'emmène que des guerriers. Donc ici, on a un rappel du fait que Sparte est la seule cité à n'avoir que des guerriers à l'époque classique, puisque tous ses citoyens sont tournés vers une activité martiale, alors que les autres cités ont des hoplites qui sont des citoyens guerriers, qui ont avant tout un métier dans leur quotidien et qui ne partent en guerre que durant la belle saison pour protéger les intérêts de leur cité. Par là même, il exploite l'occasion de rappeler au lecteur que ce ne sont pas seulement des Spartiates qui sont venus se battre et mourir à la bataille des Thermopyles. Cependant, l'auteur se garde d'évoquer les Ilotes, des Spartiates pourtant bien mentionnés par Hérodote, qui vivaient en Laconie et qui étaient les serfs, ou si on peut dire les esclaves, de citoyens de premier rang qu'étaient les Spartiates. Car en effet, nous les montrer comme une société esclavagiste ne servirait pas réellement le propos de l'auteur, qui est de magnifier les Grecs qui sont les prémices de la démocratie américaine. Et puisque l'on parle politique, passons au chapitre 2. Chapitre 2. Le contexte politique. Dans le chapitre 1, le contexte est simplement et efficacement résumé. La Grèce va être envahie, et les Grecs sont tels cet enfant avec un bâton, perdu dans la tempête face à un loup géant, approchant avec une armée innombrable. Et ce, car le roi a refusé de se soumettre à un émissaire de Xerxès, venu demander le pain et l'eau, pour obtenir la soumission de Sparte. Il prévient d'ailleurs que cette armée est immense et assèche les rivières sur son passage. Cet épisode, tout comme le massacre de l'ambassade, est vrai, et se trouve dans le texte d'Hérodote. En prenant ce prétexte comme cause de la guerre, l'auteur synthétise les causes du conflit et permet au lecteur de ne pas être perdu dans les innombrables questions géopolitiques de la période, et centre le récit uniquement sur l'opposition spartiate-perse. L'auteur d'ailleurs ne fait pas cas des dissensions qui existent au sein du monde grec et qui vont pousser certaines cités à se rallier au camp des Perses plutôt qu'à la Ligue hellénique. Là encore, l'auteur synthétise son récit et il le synthétise au niveau de la cité de Sparte, puisque finalement, ces dissensions au sein du monde grec, elles nous sont montrées avec ce cas des Éphores qui ont trahi la cité pour rejoindre l'adversaire en échange d'or. Chose évidemment historique qui ne concernait pas seulement les efforts de Sparte, mais surtout des cités comme Argos ou Thèbes qui ont fini par basculer dans le camp adverse. Ainsi, avec une simple mise en scène, l'auteur a présenté simplement et efficacement les enjeux et raisons du conflit, sans mentir au lecteur. Chapitre 3. Les éléments visuels historiques ou non. Passons à présent au visuel du comics. Celui-ci est majoritairement sombre et terne, avec pour seul coloris vif le rouge des capes spartiates, ainsi que celui du sang versé. C'est dans un univers violent que le coloriste Lynn Varley nous transporte. Pour autant, et malgré un style et un dessin spécifiques, 300 puise dans l'histoire l'apparence de ces guerriers emblématiques. Les Spartiates portent leur emblématique bouclier avec le lambda. Ce dernier semble entièrement en bronze pour souligner la puissance de ces guerriers, alors même que cela n'a jamais existé, tout autant que la systématisation du lambda en emblème pour les Spartiates. Notons cependant que la forme du bouclier est historique. L'auteur s'est aussi permis de redesigner le casque corinthien. En effet, il a fait sortir une protubérance à l'avant pour rendre un côté plus cassant, plus saillant à ce casque, plus agressif. En réalité, il est assez proche du modèle corinthien classique, que j'ai juste ici à ma droite, et il retrouve la crête qui permettait aux guerriers d'avoir une posture plus haute et de paraître plus impressionnant auprès de ses adversaires. Ce casque est d'ailleurs tellement emblématique que souvent on le retrouve dans les emblèmes des associations qui reconstituent le monde grec, et ici l'auteur a décidé d'en faire la première de couverture.
Enfin, les hoplites portent une lance et la fameuse cape rouge des Spartiates. Alors cette couleur portée par les Spartiates est en effet un élément historique, puisque Hérodote et Xénophon nous mentionnent qu'ils sont obligés de porter une casaque rouge pour se distinguer des autres cités. En effet, le rouge à l'époque est très cher, et donc montrer le statut élevé des citoyens spartiates. Mais ici, c'est tourné en dérision, puisque cela est réduit uniquement à une chlamyde, et la plupart du temps, dans le récit, les guerriers nous sont montrés quasiment nus, voire nus. Alors même que il y avait tout un ensemble d'armures et de protections que les combattants spartiates ont porté à la bataille des Thermopyles. Ici, point de thorax de bronze ou de lunothorax, le guerrier va simplement nu, comme sur les céramiques de l'époque, et qui symbolise le traitement héroïque de ces guerriers. On retrouve toutefois, à minima, les cnémides pour protéger les jambes. Sans doute l'auteur a trouvé cela assez esthétique pour le mettre dans le récit. Autre aspect intéressant, l'auteur s'intéresse à la formation spécifique des combattants grecs, qui est la phalange, et cette dernière nous est présentée au sein du comics. Cette présentation a lieu lors de l'échange entre le traître Éphaltiès et Léonidas. À plusieurs reprises, par le texte et l'image, l'auteur insiste sur la cohésion de la phalange hoplitique amenant à la victoire des Grecs face à un ennemi le plus nombreux. Mais si malheureusement cette phalange n'est pas correctement représentée, et que les Spartiates ont la foutue tendance à sortir des rangs, dans cette œuvre moderne, il n'en demeure pas moins que l'accent est mis sur le choc de bouclier, et sur cette spécificité qui fit historiquement le succès de l'infanterie lourde hoplitique. Alors, seule grande excentricité, c'est cette espèce de tortue ronde que l'on voit à la toute fin du récit, là où les Spartiates sont encerclés. Alors si cette tortue, d'abord, est à rattacher au monde romain, il faut bien comprendre que cette formation est complètement infaisable dans la réalité. Cependant, j'imagine que l'aspect visuel est assez marquant pour montrer la détresse et cette espèce de dernier abri pour les guerriers spartiates avant leur destruction par l'ennemi. Mais c'est pas grave, l'auteur s'en répand presque en nous mettant en première page et en dernière page de belles phalanges hoplitiques bien alignées et ça fait plaisir. Et pour les Perses, eh bien, c'est mitigé. D'un côté, on a des guerriers perses avec des beaux boucliers en osier, une lance de l'autre côté avec une pomme d'argent ou d'or, caractéristique de l'équipement des immortels et qui permettait de rééquilibrer la lance. Ces Perses sont en partie inspirés des fresques et frises qui nous sont parvenus les représentants. Cependant, les immortels eux-mêmes, en tant qu'unité d'élite, prennent l'apparence d'hommes masqués, plus proches du ninja inhumanisé que du guerrier d'élite faisant la fierté du monde achéménide. Et alors, j'ose même pas vous parler de la représentation aberrante du roi Xerxès. Le choix visuel du roi doit sans doute être fait pour symboliser la luxure, la richesse, ainsi que l'Orient fantasmé et redouté. Rien d'historique donc dans son aspect, ce qui est assez dommage. Pour résumer au niveau des visuels, on a ici certaines libertés qui sont prises, mais de manière générale, l'auteur s'inspire d'éléments historiques et archéologiques, nous les représente et se permet de temps en temps de les modifier, voire de carrément en changer complètement l'aspect pour servir le propos visuel de l'ouvrage. Chapitre 4. Le déroulé des événements. Passons à présent sur ce qui est pour moi la force du comics, c'est le bon déroulé chronologique de tous les événements. Tout y est. Nous avons d'abord l'arrivée des Spartiates, après leur marche depuis la Laconie, l'enrôlement d'alliés sur le chemin, la connaissance du passage de contournement sur lequel on place des hommes. Notons ici deux erreurs malheureuses. Premièrement, la connaissance du passage n'est due qu'à l'échange entre Léonidas et Éphialtès. Or, dans la réalité, la plupart des combattants connaissaient cette passe puisque les Grecs vivaient très proches et notamment leurs alliés étaient présents. Et ces alliés qui viennent renforcer les Spartiates et qui vont garder ce passage, c'est la deuxième erreur, ce ne sont pas des Phocéens, ce sont des Phocidiens. La Phocide, c'est un territoire très proche du lieu de la bataille et qui avait tout intérêt à voir la victoire des Grecs car leurs ennemis, les Thessaliens, étaient ralliés au camp des Perses. Rien à voir donc avec les Phocéens qui sont des Grecs venant d'Asie mineure, sur la côte de la Turquie actuelle, et qui sont d'ailleurs les fondateurs de la cité de Massalia. Mais bon, c'est une autre histoire. Par la suite, le récit continue de correspondre au bon déroulé de la bataille. D'abord, on nous présente une bataille faisant rage sur mer suite aux tempêtes ayant annihilé une partie des forces perses. Le matin du premier jour, une charge mède terrifiante tente d'ébranler sans succès la solide phalange spartiate. Après d'âpres affrontements, Xerxès tente une approche diplomatique maladroite, qui n'est pas rapportée par toutes les sources, mais qui permet une confrontation directe entre le personnage de Xerxès
et de Léonidas. Durant la seconde journée, l'auteur nous présente un camp perse qui, selon les Grecs, sont en pleine mutinerie. Alors même si ces mutineries, on n'en a aucune preuve historique, elle permet de bien montrer que le plan des Grecs, à l'origine, c'était d'obliger les Perses à stationner dans un endroit étroit pendant longtemps, faire un blocus, les tenir à distance de la Grèce continentale et donc bloquer leur approvisionnement. Une armée aussi grande allait forcément au bout d'un moment manquer d'approvisionnement et donc potentiellement entrer en mutinerie. Durant la deuxième journée, l'auteur insiste sur l'immensité et la diversité de l'armée perse capable d'aligner des chameaux ou même des éléphants au combat. Alors évidemment, là, il n'y a rien d'historique, on n'en a aucune mention. Cependant, c'est assez intéressant puisque ça nous montre la diversité immense de guerriers qu'il y avait dans l'armée perse à cette époque, puisque c'était non pas un peuple, mais des centaines qui ont convergé vers la Grèce menée par le roi des rois, Xerxès. Et ça insiste au passage sur la disproportion des forces en présence, puisque d'un côté, on a des pauvres fantassins avec des lances et des boucliers, tandis que de l'autre, on a carrément des éléphants. C'est à la tombée de la nuit de cette seconde journée qu'en accord avec les sources, Miller place la trahison d'Éphialtès, qui indique le passage de contournement permettant aux Perses de tourner la position grecque. Malheureusement, face à ce contournement, les Phocéens, qui sont en réalité des Phocidiens, je le rappelle, sont injustement accusés d'avoir abandonné la passe sans combattre, chose évidemment fausse. De même, le retrait de tous les Grecs, excepté les Spartiates qui décident de rester pour obéir aux lois et non aux caprices des hommes, est exagéré. Car nous l'avons bien vu dans d'autres vidéos, en réalité, ce ne sont pas seulement des Spartiates, mais aussi des Thespiens et des Thébains qui sont restés mourir sur le champ de bataille des Thermopyles. Secondement, le retrait des autres forces est dû à un ordre de Léonidas qui cherche justement à préserver des forces dans la Ligue hellénique pour contrer l'avancée des Perses plus tard dans la campagne. Enfin, les pauvres Phocidiens n'ont pas abandonné la passe, mais ont essayé de se défendre sur une hauteur, et les Perses, plutôt que de les affronter, ont continué leur chemin pour contourner les Grecs. Puis, Léonidas renvoie un de ses hommes, à qui il manque un œil, afin qu'il aille raconter les exploits et la victoire de Sparte, et la victoire de la loi sur le chaos. Ainsi, il transforme une défaite de manière habile en victoire, ce que les Thermopyles furent dans l'esprit des Grecs. Le personnage de Dialos est en réalité un autre Spartiate, aveuglé dans les combats précédents et qui décida de rentrer à cause de son infirmité pour les combats du jour. Hérodote insiste bien d'ailleurs sur le déshonneur qu'il encourut suite à cette action et qu'il ne put racheter qu'à la suite de la bataille de Platée un an plus tard. C'est d'ailleurs la conclusion un peu plus tard de l'œuvre, qui évoque habilement la création d'un mythe oral et la revanche des Spartiates lors de leur triomphe final. Pour en finir, on retrouve les Spartiates encerclés à qui Xerxès fait des offres des plus alléchantes, tout particulièrement au roi Léonidas qui lui fait face. Dans un dernier élan héroïque, profitant d'une ruse, il tente de tuer Xerxès en un jet de javelot qui, sans le tuer, l'atteint au visage comme un camouflet adressé à son orgueil. Ici, les événements sont bien différents du troisième jour de la bataille où Léonidas est mort dans des premiers temps d'un combat qu'il a porté au devant des Perses et où les derniers Spartiates sont morts, en effet retranchés sur une hauteur, assaillis de toutes parts et dont Hérodote nous dit qu'ils finirent percés de flèches. Mais cette modification apportée au récit que propose Miller porte un côté héroïque digne d'un mythe. Les Spartiates succombent finalement sous une pluie de flèches adverses, de loin, et non au corps à corps, ce qui concorde avec la version d'Hérodote. Dans cet ultime instant, l'auteur rappelle que les Spartiates descendent d'Héraclès et incarnent sa force, sa puissance, et les dernières pensées du roi vont vers son amour, sa reine. Chapitre 5. Un mythe réinventé. 300 est un comics qui a le mérite de reprendre la bonne chronologie des événements et aussi de représenter assez fidèlement le monde grec et les événements qui les opposèrent durant les guerres médiques au monde perse. Et si parfois il y a quelques inventions, c'est pour mieux servir son propos. Et ce propos, quel est-il ? Eh bien, tout comme dans le texte d'Hérodote, la bataille des Thermopyles a été utilisée plus tard dans la propagande spartiate pour mystifier cette cité et la victoire du monde grec sur le monde perse, même dans la défaite. Le but est de créer un mythe fédérateur pour le monde grec, devenu, chez Frank Miller, l'Occident. Dès le départ, les Grecs sont présentés chez Miller comme le seul espoir de raison et de justice du monde, face à un Orient despotique et incarné par un homme incarnant le luxe et la luxure, face à un Occident se prévalant de valeurs d'austérité et d'éthique. Miller insiste, les Perses viennent écraser les impertinentes républiques de Grèce à faire des seuls hommes libres que le monde ait jamais connus, des esclaves. Par cette tirade, l'auteur, qui est américain, qui vit dans une démocratie contemporaine, insiste sur ce mythe
de l'Orient despotique cherchant à annihiler un Occident démocratique. Pour lui, liberté rime avec république. Or, on sait que toutes les cités n'étaient pas des républiques, à commencer par celle de Sparte, mais aussi que ce mot de liberté pour tous les hommes devait paraître bien absurde à des cités esclavagistes et d'autant plus à une cité comme Sparte où chaque citoyen était complètement aliéné à un système politique extrêmement autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. Ici, le discours cherche à rapprocher un lecteur occidental de ses illustres ancêtres. Autre image marquante de l'œuvre et servant son propos, c'est celle de l'ambassade de Xerxès. Ce dernier arrive sur un trône gigantesque, porté par des esclaves au dos courbé. Face à lui, Léonidas seul lui fait face, incarnant la figure d'un chef éclairé, se battant librement avec ses hommes pour une cause juste plutôt que pour des intérêts personnels. Le manichéisme de l'auteur s'inscrit dans une réinterprétation de la légende de manière moderne et ne fait pas la part belle à la brillante civilisation perse présentée selon les propres propos de l'auteur dans le texte comme un monde de traditions anciennes et stupides, faisant face, au contraire, à des Spartiates qui, par leur sacrifice, ouvrent la porte d'un futur brillant, dont, évidemment, l'Occident serait le digne héritier. En dehors de toutes ces considérations, et malgré ses quelques défauts, 300 demeure, à mon sens, une des meilleures réinterprétations du récit mystifié dès l'Antiquité de l'emblématique bataille des Thermopyles, devenue, par-delà l'histoire, une légende. Portez-vous bien!